Bonsoir tout le monde, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais reparler de ma théorie de l'équilibre. Alors effectivement, l'équilibre, c'est une notion qui existe déjà depuis longtemps, qui a été théorisée par certaines civilisations, certaines cultures, certaines traditions, mais il n'était pas connoté comme il est connoté aujourd'hui. Et j'ai beaucoup travaillé à connoter cette notion, c'est parce que je l'ai chargée de construction de pensée, si vous voulez, au fil des années, parce que ça fait très longtemps que je l'ai théorisé maintenant, hein, ça date pas d'hier. Et, euh, et en fait, je voulais vous faire, entre guillemets, la genèse de cette idée, comment elle est venue dans ma tête, parce que je trouve que c'est beaucoup plus constructif de faire ça que de simplement véhiculer des idées sans en donner la source, parce que il y a une phrase qui dit la dictature donne du poisson et la démocratie apprend à pêcher. Parce que dans la démocratie, il y a une idée d'émancipation et dans la dictature, c'est toujours rester sous les ordres de celui qui a l'information, en fait. Et je trouve ça malsain. Donc, c'est pour ça que je préfère faire comme ça. Et donc, je vais vous dire, en fait, c'était un moment où j'étais vraiment au bout de ma vie. Voilà, c'était fini pour moi dans ma tête. C'était la fin. Du coup, l'ego sort beaucoup et il y a un genre d'état d'urgence. Et cet état d'urgence me poussait à contracter mon cerveau au niveau maximal pour essayer de survivre, entre guillemets, en essayant de résoudre le problème par l'angoisse. Et à un moment donné, c'était trop de charge et j'en pouvais plus. Du coup, j'ai lâché prise. Et en fait, ce que ça a fait dans ma tête, c'est un peu comme si j'avais contracté au maximum et puis après, pouf, et que ça avait fait un Big Bang, en fait, dans mon cerveau. Quand j'ai lâché prise, j'ai décidé d'abandonner et voilà, j'ai souhaité le meilleur aux gens que j'aimais. Et puis voilà, je me dis, c'est fini, voilà, c'est tout. Et puis, ça a fait ça dans ma tête. Et, euh, et en fait, à partir de là, j'ai décidé finalement de ne plus abandonner parce que j'avais un genre de fil auquel me raccrocher, une genre de lueur d'espoir. Et j'ai tenu ce fil euh, avec le peu de force qui me restait, en m'accrochant à cette idée au maximum. Et c'est comme ça que j'ai pu remonter, on va dire. Mais après avoir remonté, j'ai continué à travailler sur cette théorie et je me suis dit, cette théorie, on va me prendre pour un fou quand je vais l'exposer un jour, parce que je me dis un jour il faudra bien le faire, parce que c'est trop extraordinaire en fait. Parce que ce qui se passait pendant les jours qui passaient, c'était que j'attaquais ma propre théorie en fait, parce que je me disais l'humilité c'est ça en fait, c'est pas toujours de se dire que c'est l'extérieur qui a tort et que nous on a raison, c'est de se dire que on peut avoir tort et l'amélioration ça vient de voir ça en fait, de s'observer de l'extérieur d'une certaine façon. Et moi, je trouve qu'il y a ce même travail-là à la musculation, c'est-à-dire que d'une certaine façon, tu te blesses en t'atrophiant, et en fait, c'est comme ça que tu t'améliores. Et donc, moi, c'est ce que je fais avec mes théories, c'est-à-dire que je procède d'une manière musculaire. C'est genre, j'attaque ma propre théorie de manière constructive, évidemment. Donc, je me vois comme un interlocuteur constructif, pas comme quelqu'un de méchant qui fait des attaques gratuites, parce que ça ne me mène à rien quand je réfléchis, de me dire ouais, c'est nul, c'est pourri sans argument, ça ne me sert à rien de faire ça, même contre moi-même, donc je ne fais pas ça. Je peux dire que c'est pas bon, mais je dis pourquoi. Je donne toujours un argument, en fait. Donc là, je pense à un truc, je me dis pourquoi c'est pas bon de penser ça, en fait. Toujours, je pense comme ça. Donc du coup, quand j'attaquais ma théorie, je voyais une faille, je disais pourquoi il y a une faille là, qu'est-ce qui fait qu'il y a une faille ici, qu'est-ce qu'il faut revoir, qu'est-ce qu'il faut recorriger, qu'est-ce qu'il faut voir plus, enfin, faut-il voir plus loin, etc. Enfin bref, toutes les questions. Et voilà, à force que j'attaquais ma théorie, je la renforçais et en même temps aussi, je voyais qu'elle était juste aussi. C'est-à-dire que plus j'attaquais, plus elle était inattaquable d'une certaine façon. Je me dis, si je tombe contre un interlocuteur en argumentation qui prend ma théorie, je saurais pas aller contre. Je vais devoir utiliser des moyens comme la mauvaise foi, le déni et tout ça, qui sont des moyens de faiblesse, des mécanismes de défense faibles en intelligence argumentaire, entre guillemets. Donc je me dis, tu vois, euh, j'étais impressionné, quoi. J'étais en état de sidération positive, si vous voulez, à force d'avancer, quoi. Et puis un jour, voilà, je me suis lancé sur Internet d'une certaine façon. Et puis avant les vidéos YouTube, je faisais des débats avec des inconnus, puisque Internet c'est quand même quelque chose d'incroyable. Pour moi, c'est un peu le genre de protestantisme qu'il y a eu par rapport à l'école, parce que comme je vous rappelle,
dans le catholicisme, il n'y avait que le prêtre qui avait le droit d'avoir une Bible et tous les autres, ils devaient écouter la messe et l'interprétation du prêtre aussi. Donc le prêtre avait d'office raison, même s'il avait l'esprit encombré, foireux, tout ce que vous voulez. Donc du coup, ben voilà, ça créait des problèmes. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça. Et en fait, les protestants, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils voulaient mettre la Bible entre les mains de tout le monde. Comme ça, au moins, ton interprétation, tu pouvais l'avoir toi-même. Tu avais le droit à une personnalité, c'est-à-dire à te dire, moi, j'interprète pas de la même façon que le prêtre, parce que peut-être qu'il a l'esprit encombré de fausses croyances, voilà, de mauvaise foi, de virus, de tout ce que vous voulez, quoi. La notion de virus n'existait pas à ce moment-là, hein, de virus cérébral. C'est ça aussi que je trouve courageux de la part des anciens, c'est qu'ils avaient beaucoup moins de moyens et qu'ils ont réussi des trucs quand même extraordinaires sans moyens. C'est beaucoup. Ça veut dire, en fait, quand t'as pas de moyens, ça veut dire que si tu réussis un truc, ça vient entièrement de toi, en fait, puisque le moyen, c'est quelque chose d'extérieur. C'est un adjuvant extérieur, mais l'adjuvant extérieur, du coup, ça enlève ton mérite, puisque l'adjuvant extérieur a fait pour toi. Du coup, ben, toi, t'es moins méritant. Donc, moins tu as de moyens et plus tu réussis, plus ça veut dire que tu es quelqu'un qui a de la valeur, en gros. Donc, ça, c'est pour les anciens. Mais bref, ce que je voulais dire par rapport à Internet, c'est que c'était une forme de protestantisme par rapport à l'éducation nationale. Parce qu'à l'éducation nationale, le prêtre, c'est le prof, quoi. Et le prof, il est endoctriné par tout le système capitaliste qui dit, voilà, moi, je veux des producteurs et je veux pas des gens qui pensent, en gros. Donc, la pensée ne peut être que procédurale et mémorielle, surtout pas créatrice, quoi. Ou alors créatrice que de ce qu'on a toléré dans le passé et qui est sous contrôle. Donc voilà, vous voyez bien, c'est un peu compliqué. Et donc moi je voyais ça avec Internet, je me suis dit mais c'est génial en fait, ça va péter des barrières inutiles qu'il y a entre les gens, et donc on peut parler à l'international et tout. Donc du coup moi je me suis lancé, j'ai eu des débats avec plein de gens, voilà, j'arrêtais pas de débattre. Et en fait un jour j'ai débattu avec un gars qui habite dans un autre pays d'ailleurs, et c'était un gars un peu marginal, j'ai l'impression. Après, faut pas se fier aux apparences, c'est le virtuel. Et comme je dis, le virtuel, c'est vraiment nul pour connaître quelqu'un. Et donc, il y a beaucoup d'illusions créées à cause du virtuel. Et donc, voilà, c'est juste une impression. Après, j'en sais rien, je ne le connais pas plus, donc je juge pas. Je vous dis juste mon impression. J'ai l'impression que c'était un gars quand même marginal, qui avait des problèmes de relations sociales. Et donc, en fait, tu n'aurais pas misé sur lui, entre guillemets, pour qu'il soit pertinent au niveau d'un débat, quoi. Et la plupart du temps, on mise plus sur les gens qui ont une genre d'apparence sympathique, qui ont un haut statut social. Et finalement, bah, ils sont un peu décevants, entre guillemets, parce qu'ils travaillent plus leur image, justement, que le fond des théories. Et c'est ça dont tu te rends compte par la suite. Mais bon, ce gars-là, apparemment, il aimait bien travailler de fond. Donc, ce qu'il a pensé, enfin, je lui ai présenté ma théorie. Et du coup, lui, il avait un esprit critique puisqu'il ne m'a pas attaqué gratuitement, méchamment, avec plein de mauvaise foi, en disant « ouais, bazar » ou je sais pas quoi, donc, puisque ça ne sert à rien ni pour lui ni pour moi, du coup, ni pour son amélioration ni pour la mienne. Enfin, ça n'aurait servi parce qu'il n'a pas fait ça. Et en fait, il a intégré, donc il m'a écouté déjà, c'est déjà bien, parce que parfois j'ai l'impression les gens n'écoutent pas puisqu'ils n'intègrent pas ce que je dis et ils contre direct, donc ça veut dire que tu ne m'écoutes pas, ça. Mais là, il a intégré ce que j'ai dit et donc il y a pensé et il a essayé de trouver une incohérence à ma théorie en y réfléchissant. Et du coup, il y est arrivé, en fait. Et moi, je n'avais pas vu cette incohérence et donc je travaillais ma théorie qui me semblait bonne, quoi. Et quand il m'a souligné cette incohérence, ben, j'ai été un peu abasourdi, en fait. Et je me suis dit, putain, l'enfoiré, mais pas méchamment, quoi. C'est juste ça. Je me suis dit, enfoiré de manière comment de pote, quoi. Quand on rigole, quoi. J'ai dit, putain, l'enfoiré, il m'a niqué ma théorie parce que je me dis des années d'investissement, de débat, tout ce qu'on veut et tout. Et je me dis, je me dis là, c'est un château de cartes et il a soufflé dessus, elle s'effondre comme ça. Je me dis, je peux plus défendre ça parce qu'en fait, moi, je défendais que l'équilibre était un absolu. Et en fait, lui, il me dit, l'équilibre, ça peut pas être un absolu parce que quand tu prends la notion d'équilibre, il me dit, il y a le déséquilibre et le déséquilibre, c'est le contraire de l'équilibre, non? Il me dit. Et en fait, j'étais là et c'est c'est une des premières fois en débat où je suis devenu de mauvaise foi en fait. Et c'est là que je me suis dit, c'est un mécanisme de défense faible parce que j'étais en position de faiblesse. Donc du coup, je sais actuellement que le déni et la mauvaise foi sont des mécanismes de défense faibles quand on sait qu'on n'est pas dans le bon en fait. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à un peu essayer de botter en touche, de faire diversion ou je sais pas quoi sur ce qu'il a trouvé en fait, parce que je voulais pas que toute ma théorie soit détruite comme ça d'un coup. Mais dans le fond, je savais que
qu'il avait raison. Et je lui ai dit aussi, parce que c'est important de valider les gens, c'est pas de lui faire croire qu'il disait de la merde, et puis partir dans mon coin, et puis ne plus lui parler sans le valider. Non, j'ai pas fait ça. Je lui ai dit par après, voilà, je lui ai dit que c'était pertinent, parce qu'à un moment donné, j'arrivais plus, je me mélangeais, tout ça. Donc, mais j'ai quand même tenté, si vous voulez. Bref, c'est un petit détail. Alors, donc du coup, il me dit ça. Très pertinent, parce que c'est pas une attaque méchante, c'est constructif, il a intégré ma théorie. Du coup, bah, moi, ça me pousse à me remettre en question. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai creusé la notion de déséquilibre, parce que du coup, bah, j'ai essayé de trouver une faille dans sa théorie à lui, qui me présente. Il me présente le déséquilibre comme étant le contraire de l'équilibre. Alors, j'ai essayé de voir comment... Parce que l'équilibre, je l'ai connoté moi-même, si vous voulez. C'est le travail que j'ai fait moi-même. Mais le déséquilibre, je n'y avais pas trop pensé. Du coup, je me suis dit, parce que je voyais bien comment l'équilibre était connoté aussi, je me suis dit, il était mal connoté parfois, pas du tout compris. Donc du coup, je me dis, c'est peut-être la même chose pour l'équilibre. Donc je me dis, je vais faire le travail moi-même de travailler sur le déséquilibre. Et en fait, j'ai analysé le déséquilibre et je me suis dit, dans l'inconscient collectif humain, le déséquilibre, il représente le mouvement. Et le mouvement, c'est le contraire de quoi? Pas de l'équilibre, c'est le contraire de l'inertie. Donc en gros, le déséquilibre, on le voit comme le contraire de l'inertie. C'est-à-dire quand je marche comme ça et puis boum, je fais un mouvement en fait. Et donc, ou alors l'équilibre, on l'a connoté en parlant de stabilité. Ben, le contraire de la stabilité, c'est l'instabilité, vous voyez. Donc, comme on a connoté l'équilibre dans notre inconscient en étant la stabilité, ben, ça devient une partie. C'est ça que je dis hors de juge et partie. L'absolu, il peut être que juge, il peut pas être partie. Mais du coup, si l'équilibre est le contraire du déséquilibre, ben, il devient partie. Du coup, ben, il peut pas être absolu. Et donc voilà, ben, la stabilité n'est pas absolue puisqu'il existe de l'instabilité, et l'instabilité n'est pas absolue puisqu'il existe de la stabilité, pardon. Mais l'équilibre, c'est qu'il existe les deux qui sont antagonistes, si vous voulez. Et c'est pareil pour le mouvement ou l'inertie. L'équilibre, c'est qu'il existe les deux qui sont antagonistes. Donc vous voyez, c'est ça la nuance que j'ai faite en réfléchissant. Et du coup, ben, j'ai appliqué ça parce qu'il m'a donné de la nourriture pour, comment dire, un combustible pour aller encore plus loin dans ma théorie. Et donc c'est pour ça que je le remercie, je suis reconnaissant. Je suis toujours reconnaissant envers les gens qui m'aident d'une certaine façon en étant de cette manière constructive. Et voilà, c'est vrai que parfois dans mes vidéos, enfin, je suis quand même dans la critique, mais je tiens quand même à remercier tous les gens qui m'ont aidé, parce que je fais genre le gars seul. Mais c'est comme tout le monde, je pense. On a des parties dans notre vie où on est seul, où on est aidé, des parties où on aide aussi, des parties où on a mal et des parties où on fait du mal aussi. Voilà, c'est notre condition humaine, hein, c'est comme ça. Mais bref, donc moi, les gens qui m'ont aidé, je suis reconnaissant envers eux. Et lui, du coup, sur ce coup-là, il m'a aidé, donc je le souligne. Alors... je suis passé à la théologie et je me suis dit, je vais prendre la notion de justice parce que c'est un peu une notion quand même théologique, la justice, puisque ça concerne quelque chose de plus grand. Et je me suis dit, la justice peut pas être le contraire de la justice, sinon la justice ne peut pas être un absolu, puisque c'est le contraire de la justice. Et je me suis dit, si on veut mettre la justice au niveau de l'absolu, comment on fait alors avec la justice? Je me suis dit, la justice est le contraire d'elle-même. La justice est le contraire d'elle-même. La justice est égale à elle-même. Et c'est ça que j'ai trouvé. Et en fait, je me suis dit, c'est pareil pour Dieu. Alors en fait, Dieu est égal à lui-même. Il n'a pas d'ennemi. En fait, il n'a pas d'ennemi. Il n'a pas de contraire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de contraire au paradis, entre guillemets. Donc voilà, si on le théorise. Et en enfer, le diable est le contraire de lui-même. C'est-à-dire, il est son propre ennemi, en fait. C'est l'absence de Dieu qui crée l'enfer. Ce n'est pas une lutte entre Dieu et le diable, parce que si Dieu a un ennemi, il ne peut pas être absolu, puisqu'il est antagoniste. Du coup, le diable ne peut pas être l'ennemi de Dieu. Le diable est l'ennemi de lui-même. Et donc, l'enfer est son propre contraire, si vous voulez. Donc, quand il y a une injustice dite positive et une injustice dite négative. La justice positive, c'est une injustice qui donne l'impression à un de profiter, mais en fait, il est en train de sombrer dans une genre d'obésité. Et puis, il y a la justice négative où l'autre se voit retirer quelque chose et il sombre dans une forme d'anorexie. Et vous voyez que l'obésité morbide ou l'anorexie morbide, ce sont deux formes de déséquilibre. Donc voilà, c'est ça que je voulais souligner. Et en fait, on en revient à, comme je fais cette vidéo par rapport à la jeunesse de ma pensée sur
sur comment est né l'équilibre dans ma tête, enfin la théorie de l'équilibre, j'en suis venu à la genèse pour les religions monothéistes, c'est-à-dire le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et, en fait, quand on dit qu'ils ont croqué le fruit de la connaissance du bien et du mal, encore une fois, si on prend ça au premier degré, ça ne veut absolument rien dire. Mais si on prend ça au second degré, ça prend forme en fait. Parce que si on prend la théorie de l'équilibre et qu'on l'ajoute à ça, on comprend en fait. Si l'équilibre était le statut originel, quand il y a une dissociation, il y a le bien et le mal d'un côté. Du coup, ils prennent une identité antagoniste. Et en fait, ils étaient liés avant. Du coup, il y a une perte de sens parce que le bien sans le mal devient une forme de mal et le mal sans le bien reste le mal en fait. Donc voilà, c'est ça qui crée peut-être l'enfer en fait. Et du coup, il y en a qui ont théorisé qu'on serait peut-être ici dans une forme d'enfer en étant des anges déchus. Mais voilà, c'est possible, c'est à voir. En tout cas, jusqu'à maintenant, je dis pas que ça va être le cas à l'avenir, mais jusqu'à maintenant, à part ça, ma théorie de l'équilibre, je la tiens, elle tient bon dans tous mes débats. Donc voilà, je ne la lâche pas et à chaque fois, je l'améliore. Vous voyez bien que je reviens avec chaque fois des vidéos. Et si vous voyez bien mon mode de fonctionnement, je prends chaque fois des antagonistes et je trouve le juste milieu. Et du coup, dans ma vie de tous les jours, comme j'ai ça en tête, parfois je peux créer de la frustration autour de moi parce que ça se peut qu'il y ait une personne, ça fait genre 10 ans qu'elle a un endroit, et moi j'arrive, je reste, je sais pas moi, 2 mois ou une couille comme ça. Mais du coup, comme j'assimile vite, je regarde les antagonistes, je vois la voie du juste milieu et j'y vais direct. Du coup, j'apprends très vite. Et du coup, j'arrive très vite à un niveau assez élevé. Alors qu'en fait, les autres gens, je vois bien qu'ils connaissent pas cette théorie. Du coup, ils tatillonnent un peu dans l'obscurité. Mais du coup, ça, tu peux le faire très longtemps, tu vois. Et en fait, en tatillonnant, ils commencent à se dire, c'est un peu comme le chaud ou froid. Vous voyez, vous cachez un objet, puis la personne cherche et vous dites, ah ouais, là t'es froid, là t'es chaud, là t'es... Et puis, en fait, à la fin, vous pouvez dire, ah là t'es équilibré, là t'es dessus, en fait, tu vois. Et plus tu t'éloignes d'un côté, plus c'est chaud, plus tu t'éloignes de l'autre côté, plus c'est froid, si tu veux. Tu peux faire un genre de jeu comme ça. Et en fait, voilà, eux, ils tatillonnent entre le chaud et le froid, on va dire, et ils savent pas bien où aller. Et puis, un jour, ils se disent, ah là, ça a l'air d'être la température correcte. Et puis, ils se disent, ah, ils y vont, et puis, hop, c'est résolu. Mais tout le temps qu'ils ont perdu, vous voyez, tout le temps perdu, tout le temps gaspillé. Alors que si on a la théorie propre au départ, ce temps-là n'est pas gaspillé. Ce temps-là est optimisé d'un coup. Du coup, la vitesse d'exécution d'apprentissage n'est plus la même. Donc moi, c'est pour ça que je partage cette théorie, parce que moi, je vois l'humanité comme un collectif, c'est-à-dire comme une team, comme une équipe. Donc moi, je me dis que en partageant ça, finalement, on va pouvoir mieux fonctionner en team et que la vitesse d'apprentissage chez tout le monde sera meilleure. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai partagé cette théorie gratuitement aussi. Parce qu'avec une théorie pareille, je pense que j'aurais pu devenir très très riche, vraiment. Donc, mais c'est pas mon but. Parce que ça sert à rien, puisque justement devenir très très riche dans ma théorie de l'équilibre, c'est une forme de déséquilibre. Donc du coup, ça ne va pas dans le sens de ma théorie. Donc voilà. Moi, je suis plus pour une société qui équilibre les équations avec une comptabilité d'expert comptable et pas de nul en maths, voilà, qui sait pas faire une addition simple, quoi. Parce que quand on va en politique, il y a de quoi pleurer vraiment parfois. Donc voilà, c'est ça. Moi, je pense que la science devrait quand même mettre les pieds en politique pour remettre un peu d'ordre là-dedans, parce que c'est vraiment une cour de récré, la politique, pour moi. Donc voilà. Donc je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.